Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Aujourd'hui je vais vous parler de connaissances et par extension de savoir. Je vais vous parler de la gnoséologie, donc du grec gnosis qui veut dire connaissance. Donc la gnoséologie c'est donc le logos, en grec c'est le discours, l'étude, la science qui étudie la théorie de la connaissance. Alors c'est un vaste sujet la connaissance, parce que là on n'est pas que dans une connaissance scientifique, on est vraiment dans une connaissance holistique. Donc la gnoséologie analyse donc tous les différents concepts fondamentaux qui se retrouvent dans toute connaissance du monde. Et moi j'irais même plus loin dans cette définition en affirmant que la connaissance du monde s'intègre dans la connaissance du cosmos. Donc le cosmos, ce sont les lois de l'univers. Car on a pu le voir avec l'évolution de la pensée philosophique et scientifique qui a accompli une véritable révolution profonde, donc à partir du XVIe jusqu'au XVIIe siècle. Donc on peut citer des érudits, des scientifiques, des penseurs comme Nicolas de Cues, Copernic, Giordano Bruno, Galilée, Kepler, Descartes, Newton, Leibniz, Einstein. Voilà, donc ça c'est j'ai pris des sources en lisant donc Alexandre Corret qui était un épistémologue, un scientifique et un philosophe qui a beaucoup travaillé sur ça. Alors pour revenir à la gnoséologie, donc vraiment au fondement de la connaissance, pour moi c'est l'appréhension de la connaissance du tout. Donc tout à l'heure je parlais d'holistique ou holiste, donc la globalité. Donc c'est une connaissance, une science qui est pour moi intarissable. C'est-à-dire que c'est... Et ce qui va faire le savoir, c'est justement cette agrégation de connaissances qui va induire un savoir, une étude, une pratique et une maîtrise, donc un savoir-faire. Alors, comme je l'ai dit un peu plus haut, la gnoséologie ne concerne pas exclusivement la science dure, la science positive. Comme Auguste Comte en parlait, dans le positivisme, là on parlerait plutôt d'épistémologie. Donc épistémé qui veut dire science. Donc il y a des épistémologues de renom comme Gaston Bachelard qui a écrit La formation de l'esprit scientifique, qui était un épistémologue. Donc du 19e et début du 20e siècle. Il y a eu Georges Canguilhem qui a écrit Le normal et le pathologiste, c'est la connaissance de la vie, qui était un médecin philosophe. Donc il y avait une approche épistémologique de la philosophie, du monde, de la science. Il y a aussi l'ontologie, par exemple, qui étudie l'être. Ainsi, voilà. Et aussi, nous avons la théorie de la métaphysique de la connaissance. Donc là, on est dans un autre domaine. La métaphysique, c'est ce qui surpasse la physique. C'est ce qui finalement dépasse notre entendement. Et donc, on a classé, donc c'était sous Aristote, ou je crois que c'est Aristote au 5e, au 4e siècle, où il ne savait plus classer ces domaines d'études, et donc on l'a classé dans la métaphysique, donc qui dépasse la physique. Après, il y a différentes définitions de la métaphysique, mais bon, là, c'est pas l'objet de la vidéo. Alors, pour ma part, l'étude de la connaissance se doit d'être holistique et encyclopédiste. Le but étant donc de corroborer, d'associer des connaissances et de créer des savoirs solidement fondés. Donc tout ce travail se fait par l'observation, la création, l'imagination, l'analyse discursive et l'approche intuitive. Donc elle n'est pas pour ma part justement que rationnelle. On ne se situe pas que dans un courant rationaliste comme certains ont pu le dire donc, dans la critique de la raison pure de Kant, où tout est inné. Donc il y a aussi, pour reprendre l'école écossaise chez les empiristes comme Locke ou David Hume, je vais citer un peu plus loin, il y a aussi l'expérience, le vécu qui fait
qui fait qu'on accumule de la connaissance, un savoir. Et ce n'est pas que de la probabilité. Voilà. Donc, la notion de connaissance renvoie aussi au principe de raison suffisante, loi de causalité. Donc, on a entendu chez Leibniz, chez Schopenhauer, donc la cause qui induit un effet, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu les fondements de la connaissance, quoi. C'est une cause qui va permettre d'induire un effet, qui va induire une connaissance. Donc, en observant, par exemple, je me mets à ma fenêtre, j'observe le ciel. De l'observation, je me mets à ma fenêtre, j'observe, c'est moi qui ai décidé d'observer, donc je vois un oiseau. Donc la cause, c'est la volonté, ce qui a fait que j'ai voulu observer. Finalement, c'est mon action, quoi. On pourrait revenir à la notion d'antelechy entre le vouloir et l'agir. Et l'observer, je vais voir des choses. Je vais en déduire des choses. Donc je vais voir, je me fais une expérience de l'oiseau, comment il est formé, comment il vole, comment il se meut dans son environnement céleste. Voilà. Donc c'est une forme de théorie de la connaissance. Donc là c'est un exemple que j'ai pris de manière aléatoire. Il y en a des tonnes et des tonnes d'exemples. Alors, donc, pour revenir justement au principe de raison suffisante, ou loi de causalité appris par extension, la loi de causalité impose au raisonnement une partie de sa légitimité scientifique et philosophique. Mais en amont, il ou coexiste toujours un travail propédeutique, donc un travail qui va en amont. Donc il y a toujours un travail propédeutique. Le raisonnement intellectuel, c'est là où on entre dans justement cette notion de cause à effet. Il y a un travail primaire, puis ce travail va engendrer des effets, on va retravailler sur ça, et ainsi de suite. Et la pensée des découvertes évolue comme ça. On peut parler de concaténation aussi, j'en ai pas mentionné sur une précédente de vidéo. Voilà, c'est une forme de chaîne, quoi. Donc, on peut parler, donc, ce travail de connaissance passe aussi par l'heuristique. Donc, l'heuristique, c'est l'art d'inventer, de faire des découvertes. Donc, qui signifie je trouve. Donc, il y a une partie de la science qui a pour objet les procédures de recherche et de découverte. Donc, ça intègre aussi, ça s'intègre dans cette science qui est la gnoséologie. Alors, comme je l'ai dit, donc c'est une science qui est vraiment intarissable, car les connaissances ne peuvent se tarir, je dirais. Et c'est tout l'intérêt d'une telle philosophie de la connaissance. C'est ça qui est vraiment intéressant et passionnant. Nous pouvons introduire donc à cette notion la connaissance transcendantale, donc émise par Kant dans la critique de la raison pure, et par suite donc repris par Husserl dans les méditations cartésiennes. Donc lui, il va parler de phénoménologie transcendantale. Donc il s'intéressera de près à la théorie de la connaissance. Mais pour en revenir à Emmanuel Kant, donc lui, il applique à la connaissance, c'est la connaissance transcendantale. Ce terme qualifie donc les conditions de connaissance en a priori des objets, donc en amont, avant. Donc les formes de la sensibilité, les catégories de l'entendement, de l'intelligence et le sujet sont les conditions de possibilité de tout savoir scientifique. Elles sont ce qui est fondement de son existence, donc cité dans la critique de la raison pure. Donc, justement pour citer Kant, j'appelle transcendantale toute connaissance qui ne porte point en général sur les objets, mais sur notre manière de les connaître, en tant que cela est possible a priori. Donc c'est la manière de trouver. Ensuite, la grande nouveauté de la philosophie kantienne consiste à s'interroger de façon systématique sur les conditions de possibilité, ouvrant ainsi tout un nouveau champ de recherche et jetant un jour un nouveau sur les problèmes essentiels et anciens, donc la théorie de la connaissance ou de l'éthique. Enfin, pour Edmond Husserl, lui, il utilise le terme transcendantal dans un sens qu'il qualifie lui-même d'extrêmement large.
pour désigner le motif originel qui donne son sens depuis Descartes à toutes les philosophies modernes. Donc, il a fait l'introduction à la phénoménologie en reprenant, on va dire, les préceptes cartésiens, donc qui s'appellent les méditations cartésiennes. Donc, il y a 5 méditations. Donc, à savoir la question de l'ultime source de toutes les formations de connaissances. C'est pour lui l'automéditation du sujet connaissant sur moi et sur sa vie de connaissance, dans laquelle toutes les formations scientifiques qui valent pour lui ont lieu téléologiquement. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. C'est l'étude de la fin, de la finitude. Donc tout ça s'est conservé comme un acquis et sont devenus librement disponibles donc dans la pensée. C'est un acquis. Donc là, c'est vrai qu'on retrouve la dichotomie entre le rationalisme et l'empirisme. Et Husserl, justement, lui, dans ce qu'il dit, il associe justement l'inné et l'acquis. Ce qu'on a acquis, on n'oublie pas, quoi, en général. Quoi, parce que là, on rentre dans une sphère mnésique. C'est la mémoire qui permet justement de retrouver et d'aller chercher ce qu'on a appris, ce qu'on a connu, et le fait de le travailler, de le réutiliser, de le réintégrer, on flirte avec un savoir, et on arrive à un savoir. C'est ça qui permet de retenir plus facilement. Donc la gnoséologie s'inscrit donc dans la théorie de la connaissance de soi. Et pour reprendre le fameux oracle inscrit sur le temple de Delphes, en hommage à Apollon, donc la célèbre maxime « connais-toi toi-même ». Pour moi, c'est une part importante parce que pour mieux connaître son environnement, il faut déjà se connaître soi-même. Alors, je vais terminer donc cette vidéo avec quelques citations, je trouve intéressantes et de différentes générations, de différents courants de pensée ou d'auteurs. Alors, j'ai déjà cité Gaston Bachelard, qui disait dans la formation de l'esprit scientifique, une connaissance générale est presque fatalement une connaissance vague. Léonard de Vinci a dit « toute connaissance commence par les sentiments ». David Hume, dans le traité de la nature humaine, philosophe empiriste, des fondateurs, qui a amélioré la pensée de Francis Bacon et de John Locke, disait « toute connaissance dégénère en probabilité ». Je l'ai déjà dit un peu avant. William Shakespeare, donc c'est bien d'entrer dans la littérature, parce qu'ils avaient aussi des âmes de philosophes, donc dans Peine d'amour perdu, disait « si la connaissance est le but, te connaître doit suffire ». Francis Bacon, dans Meditationes Sacrae, le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Et pour finir avec Platon, dans La République, disait « l'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance ». Donc on appelait l'opinion et qu'on appelle toujours la doxa. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a... Mais moi je parle du principe que c'est quand même beaucoup plus subtil que ça, sans remettre en cause le grand Platon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aimer ma chaîne, à mettre des commentaires, à aimer la vidéo, à partager. Et je vous dis à très bientôt, sûrement un courant de pensée, peut-être le cynisme, le pyrrhonisme, dont on parle pas très souvent, mais qui a permis l'émergence de certains courants de pensée, comme par exemple le stoïcisme et d'autres courants de pensée. Donc peut-être avec Diogène de Sinope, dit le cynique. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. Merci.